Lorsqu'il hérita contre toute attente de la maternelle que sa mère avait laissée derrière elle, Seo Mingwo fut stupéfait de découvrir que seul 7 enfants y étaient inscrits. Mais ce qui le frappa encore davantage, c'était que chacun d'eux, en plus de venir de familles influentes et immensément riches, affichait une apparence hybride, mi-humaine, mi-animale. Tout avait commencé avec un appel téléphonique, l'informant abruptement du décès de sa mère. Le lendemain, en arrivant au funérarium, Seo Mingwo contempla le portrait funéraire de cette femme qu'il avait abandonnée à l'âge de 8 ans, sans jamais chercher à reprendre contact. 20 ans plus tard, cette réunion posthume éveillait en lui une confusion de sentiments si intense qu'il en vint à se demander si ce n'était pas lui, et non sa mère qui était réellement le défunt concerné. Le directeur du funérarium dissipa pourtant ses doutes en lui rappelant qu'il était l'unique famille de la défunte. Mais pouvait-on encore parler de famille après tant d'années de silence ? Malgré le temps écoulé, l'image de cette femme tournant le dos à son fils restait gravée dans l'esprit de Seo Mingwo. À l'époque, il n'avait pas compris les raisons de cet abandon, et même aujourd'hui, après des années à tenter d'en percer le sens, la question restait sans réponse. Pire encore, il avait longtemps cru en être responsable. Et maintenant qu'elle était partie définitivement, plus jamais il ne pourrait obtenir d'explication. Une voix le ramena brusquement à la réalité. Le directeur du funérarium l'appelait pour lui préciser un point concernant la salle VIP. La cérémonie funéraire devait durer 3 jours. Seo Mingwo l'interrompit aussitôt, expliquant qu'il n'avait pas les moyens de financer un tel événement. Mais l'homme lui apprit que les frais avaient déjà été pris en charge par une tierce personne, laquelle venait justement d'arriver. Se retournant, Seo Mingwo vit un couple s'approcher d'un pas grave. Ils lui adressèrent leurs condoléances, mais ce qui attira aussitôt son attention fut l'enfant qui les accompagnait. Celui-ci possédait des oreilles de chat et une queue. Se demandant d'abord s'il s'agissait simplement d'un jouet particulièrement réaliste, il finit par songer que cela pouvait avoir un lien avec le fait que sa mère était institutrice dans une maternelle. Non loin de là, 2 autres enfants prièrent en silence pour le repos de la défunte. L'une d'elles, tentant d'imiter son frère, fut corrigée sur la manière dont une fille devait positionner ses mains. Elle fronça les sourcils, puis reprit la posture avec application. Seo Mingwo s'adressa alors au couple, leur demandant quel lien ils avaient avec sa mère. Lorsqu'ils répondirent, il reconnut immédiatement leur identité. Il s'agissait du couple de célébrités le plus célèbre du pays. Mais que faisait-il ici ? Avant qu'il ne puisse poser d'autres questions, l'homme lui serra la main et affirma que sa mère était une femme extraordinaire. Il ajouta qu'il espérait pouvoir compter sur lui à l'avenir. Puis après une brève révérence, ils quittèrent les lieux, laissant Seo Mingwo totalement perplexe. S'agissait-il d'une promesse qu'ils allaient se revoir ? Cette pensée le fit soupirer longuement. Après cette première rencontre troublante, il espérait que la suivante serait plus simple. Mais ce qui suivit dépassa de loin ses attentes. Lorsqu'il leva les yeux vers le nouvel arrivant, il ressentit immédiatement l'aura imposante qui l'entourait. Prenant son courage à 2 mains, il lui demanda poliment qui il était. L'homme, avec un air de regret, se présenta sous le nom de Baek Singwan, ajoutant que sa mère était une femme admirable qui reposait sûrement en paix. À l'évocation de ce nom, Seo Mingwo comprit aussitôt, Baek Singwan n'était autre que l'ancien général 3 étoiles de l'armée, aujourd'hui à la tête d'une puissante entreprise d'armement. Mais ce qui retint encore plus son attention fut l'enfant à ses côtés, vêtu d'une tenue pour le moins excentrique. Sans prévenir, le petit se laissa brusquement tomber à genoux et entama une prière funéraire avec une ferveur inattendue. Seo Mingwo l'observa, intrigué par la durée de cette posture, avant que l'enfant ne se redresse brutalement et n'éclate en sanglots. Entre 2 pleurs, il expliqua qu'il ne pleurait pas de douleur, mais de tristesse. Durant les 3 jours de la cérémonie, les événements prirent une tournure de plus en plus étrange. Un enfant aux airs de lapin, accompagné de son majordome et de sa gouvernante, se présenta comme s'il était tout à fait à sa place. Un directeur d'hôpital arriva avec une tortue perchée sur son épaule. Tout cela lui donna sérieusement à réfléchir. Sa mère avait-elle vraiment dirigé une maternelle, ou bien était-ce un sanctuaire secret pour créatures fantastiques ? Alors qu'il rassemblait ses affaires pour quitter les lieux, une voix le tira brusquement de ses pensées en l'appelant par son nom. La manager de la maternelle des créatures divines Kim Se-ryong s'était déplacée en personne pour lui remettre le testament de sa mère. Puis sans préambule, elle lui demanda de reprendre la direction du jardin d'enfants des créatures divines. L'annonce le laissa sans voix. Quel genre de parent pouvait bien léguer une maternelle à son enfant comme on transmet une affaire familiale ou une vieille recette de cuisine ? Face à son mutisme, Kim Se-ryong lui tendit une carte de visite en lui conseillant de le contacter une fois qu'il aurait pris le temps de digérer l'information. Comme si cela ne suffisait pas, une autre nouvelle vint le frapper de plein fouet. Le responsable du funérarium lui présenta une facture de 8 millions. Il resta figé, incapable d'y croire. Déjà, en découvrant qu'un simple bol de soupe épicée au bœuf lui coûterait 60 000 yuans, il aurait dû se douter que quelque chose clochait. Pris au dépourvu, il balbutia qu'il allait vérifier les dons de condoléances, persuadé que la présence de nombreuses personnalités influentes aux funérailles suffirait à couvrir les frais. Mais lorsqu'il ouvrit l'enveloppe, une immense lassitude s'abattit sur lui. Elle ne contenait que 2 morceaux de viande séchée, 2 feuilles mortes et 374 bouts de papier blanc.
Avec désespoir, il se demanda s'il n'aurait pas dû surveiller ses enfants de plus près. Puis une idée lui traversa l'esprit. S'il acceptait cet héritage absurde, peut-être trouverait-il un moyen de se sortir de cette impasse. Une semaine plus tard, le peu d'affaires qui lui restait sous le bras, il se présenta devant l'établissement. Ses économies anéanties par la facture du funérarium, il était à présent sans domicile. Il observa le vieux bâtiment, hésitant. S'agissait-il vraiment d'une maternelle ou était-ce plutôt une maison hantée? Une voix glaciale le fit sursauter. On lui demanda pourquoi il restait planté là. Il tourna la tête et reconnut Kim Se-ryong. Dans un ricanement nerveux, il lui fit remarquer qu'il marchait sans faire le moindre bruit. Mais l'homme ne s'attarda pas sur cette remarque et lui indiqua simplement d'entrer. Dès qu'il posa un pied dans la cour, une sueur froide perla sur son front. L'endroit était encore plus sinistre qu'il ne l'avait imaginé. Tout en avançant à contre-cœur, il tenta de se rassurer en murmurant que les fantômes n'existaient pas, que ce n'était qu'un vieux bâtiment un peu délabré. Mais la peine eut-il atteint l'escalier qu'une ombre noire jaillit brusquement devant lui. Ses jambes flanchèrent et il s'effondra sur place. Kim Se-ryong, l'observant avec un mépris non dissimulé, jugea qu'il était résolument trop nerveux. Elle ajouta d'un ton placide qu'étant donné l'ancienneté du bâtiment, il était normal que certaines créatures errent dans la cour, mais que l'intérieur était très propre. Cette déclaration le laissa sceptique. Comment l'intérieur pouvait-il être impeccable alors que l'extérieur était dans un état si lamentable? Pourtant, lorsque la porte s'ouvrit, il resta figé. Devant lui, s'étendait un paysage qui semblait tout droit sorti d'un rêve. Un monde féerique, coupé de la réalité. Cette maternelle des créatures divines était bien plus qu'un simple établissement. C'était une passerelle vers un univers insoupçonné. Dès que Seo Ming-woo posa le pied à l'intérieur, une image étrange semblable à un hologramme apparut devant lui. Une voix résonna, lui annonçant qu'il venait d'hériter d'un système et qu'il était désormais le nouveau directeur du jardin d'enfants des créatures divines. Déconcerté, il effleura l'image du bout des doigts. Aussitôt, un message de bienvenue s'afficha avant que l'interface ne disparaisse, comme si rien ne s'était passé. Troublé, Seo Ming-woo se tourna vers Kim Se-ryong pour savoir s'il avait vu la même chose. Mais celui-ci secoua la tête, manifestement perplexe, avant de lui répondre qu'il ne comprenait pas ce qu'il fabriquait depuis tout à l'heure. Ce constat ne fit qu'accentuer le trouble de Seo Ming-woo. Était-il le seul à percevoir ces phénomènes? Depuis son arrivée, tout ici semblait défier la logique. Était-ce vraiment une école maternelle? Il n'avait cessé d'observer des événements étranges, impossibles à expliquer. Se pouvait-il qu'il s'agisse d'une illusion holographique ou d'une interface reliée à un système inconnu? Alors qu'il tentait de rassembler ses pensées, un détail insolite attira de nouveau son attention. Un ascenseur. Mais pourquoi un tel dispositif dans un bâtiment qui ne comptait qu'un seul étage? Intrigué, il posa la question à Kim Se-ryong, qui expliqua qu'il ne s'agissait pas d'un ascenseur ordinaire, mais d'un élévateur spécial nommé Arena. Elle ajouta qu'ils auraient tout le temps d'en discuter plus en détail une fois installés. Une fois dans le bureau, Seo Ming-woo n'hésita pas à exprimer ses doutes. L'endroit l'intriguait profondément. Comment expliquer que l'extérieur du bâtiment paraissait en ruine, alors que l'intérieur évoquait un espace flambant neuf, presque magique? À sa question, Kim Se-ryong répondit avec un calme déconcertant qu'il s'agissait simplement d'une école maternelle pour créatures divines, une sorte de Poudlard terrestre. Une comparaison qui laissa Seo Ming-woo perplexe. C'était une manière de parler, ou évitait-elle simplement d'entrer dans les détails? Cette réponse ne faisait qu'amplifier son impression d'être plongé dans une situation qu'il ne maîtrisait pas. Kim Se-ryong baissa alors les yeux sur la valise de Seo Ming-woo avant d'enchaîner, précisant que, puisqu'il avait accepté d'honorer le testament de l'ancienne directrice Jué, un logement ainsi que la nourriture lui serait fourni. Il mentionna également l'existence d'une salle de garde où sa mère avait autrefois séjourné, ajoutant qu'il était persuadé que Seo Ming-woo l'apprécierait tout autant. À ces mots, Seo Ming-woo se surprit à envisager un futur plus stable. L'endroit avait tout d'un havre enchanté, et il s'imaginait déjà la salle de garde comme un espace luxueux, un refuge loin des galères du quotidien. Était-il enfin sur le point d'échapper aux dettes, aux petits boulots épuisants et aux soucis financiers qu'il avait poursuivis toutes ces années? Porté par cet espoir, il prit le contrat posé devant lui et se mit à le lire attentivement. Contre toute attente, il ne comportait que 2 clauses. La première stipulait qu'il hériterait de tous les droits de l'ancienne directrice, la seconde qu'il devrait en assumer l'intégralité des responsabilités. Un mauvais pressentiment s'insinua en lui, il reposa lentement le document avant de demander une nouvelle fois ce qu'était exactement cet endroit. Cette fois, Kim Se-ryong ne chercha plus à contourner la question. Elle expliqua que l'école avait été fondée dans un but bien précis, éduquer des enfants issus d'espèces extraordinaires. Un directeur était indispensable pour assurer son fonctionnement, d'où la transmission du testament. Seo Ming-woo fronça les sourcils et posa immédiatement la question du personnel. Après tout, il n'avait aucun diplôme pour diriger une école maternelle. La réponse de Kim Se-ryong tomba comme un coup près, il était le seul employé. Là, tout devint limpide, c'était une arnaque. Seo Ming-woo se leva brusquement et se dirigea vers la sortie, déclarant qu'il comptait consulter un avocat avant de donner une réponse définitive. Mais alors qu'il s'apprêtait à quitter la pièce, Kim Se-ryong poussa un long soupir avant de lâcher une dernière information.
presque comme une note en bas de page. Le contrat incluait aussi le bâtiment, et chaque élève payait des frais de scolarité de 10 milliards. Cette révélation laissa Seo Ming-wo figé sur place. Une question essentielle lui échappa alors, presque sans qu'il s'en rende compte: combien d'enfants étaient inscrits? Lorsque Kim Se-ryong répondit qu'ils étaient au nombre de 7, sa mâchoire faillit se décrocher. 7 milliards par an. Aussitôt, son esprit se mit à calculer fébrilement: un seul professeur suffirait à s'occuper d'eux, et même en déduisant les frais de fonctionnement quotidiens, cela restait infiniment plus lucratif qu'un simple travail. Prenant une profonde inspiration, il se rassit lentement, adoptant un air solennel. Après tout, il était connu pour être un enfant dévoué, et il était inconcevable qu'il rejette ainsi l'héritage de sa mère. Sans la moindre hésitation, il signa le contrat. Dès que son nom fut inscrit, une lueur dorée jaillit du document. Une voix résonna dans l'air, annonçant qu'il était désormais le directeur officiel de la garderie pour créatures divines et qu'une compétence exclusive venait de lui être octroyée. Surpris par cette soudaine manifestation, Seo Ming-wo recula instinctivement, perdant l'équilibre avant de s'écrouler lourdement au sol. Alors que l'éclat s'estompait progressivement, Kim Se-ryong lui tendit une main pour l'aider, l'accueillant en tant que nouveau directeur. Peu après, elle le guida vers un autre endroit. En chemin, elle mentionna qu'un professeur principal était nécessaire pour l'école et lui demanda s'il connaissait quelqu'un qui saurait appréhender la nature particulière de l'établissement. Puis, s'arrêtant brusquement, elle lui indiqua qu'ils étaient arrivés. Elle expliqua qu'à l'intérieur se trouvait un portail de téléportation, utilisé par 2 élèves pour se rendre en classe. Seo Ming-wo resta interdit. Un portail de téléportation? Cet endroit était-il donc véritablement un monde magique? Lorsque la porte s'ouvrit enfin, il découvrit un simple portail à l'apparence des plus banales. Perplexe, il se surprit à remettre en question la véracité des propos de Kim Se-ryong. Comment un tel dispositif pouvait-il exister? À peine eut-il formulé cette pensée qu'une intense lumière jaillit du portail. L'instant d'après, un enfant au visage rayonnant d'innocence en émergea, se précipitant vers Kim Se-ryong avec un enthousiasme débordant, exprimant à quel point elle lui avait manqué. Elle accueillit Rake avec une tendresse manifeste, comme si elle retrouvait un être cher après une longue absence. En observant cette scène, une pensée fugace traversa l'esprit de Seo Ming-wo. Ce garçon était-il un mouton? Se pouvait-il qu'il soit réellement une créature mythique? Alors qu'il tentait d'assimiler cette possibilité, un bruit sourd retentit du côté du portail. Cette fois, une sensation glaciale parcourut son échine. Lorsqu'il distingua enfin le visage du nouvel arrivant, ses doutes s'évaporèrent. Il n'y avait aucun doute, il ne jouait pas un rôle. L'évidence s'imposa à lui. Sa mère avait bel et bien fondé une école maternelle pour créatures divines. Sans plus attendre, il attrapa Kim Se-ryong par le bras, l'éloignant pour exiger des explications. Il voulait comprendre ce qui se passait réellement ici. Ces enfants étaient-ils tous des descendants d'animaux, et qu'en était-il du tigre qu'il avait aperçu auparavant? Kim Se-ryong répondit avec calme que l'enfant en question s'appelait Alan, un garçon particulièrement obéissant et raisonnable, mais Seo Ming-wo n'écoutait déjà plus. Une telle vérité n'aurait-elle pas dû lui être révélée avant qu'il ne signe le contrat? Kim Se-ryong, esquissant un sourire entendu, lui rappela qu'il avait lui-même affirmé ne pas pouvoir ignorer l'héritage de sa mère. Puis, comme si quelque chose venait de lui revenir en mémoire, elle ajouta qu'il était l'heure de commencer le ménage et lui ordonna d'aller chercher les autres enfants, précisant que l'adresse était déjà enregistrée dans le bus scolaire. Avant même qu'il ait le temps de protester, elle le poussa dehors, le laissant déconcerté. Il venait de se jeter lui-même dans un piège. Pendant ce temps, Rake s'était tourné vers Kim Se-ryong, cherchant à s'assurer que l'homme qu'il venait de voir était bien le nouveau directeur. Il rappela que le directeur était aussi leur capitaine. Après un moment de réflexion, Kim Se-ryong s'accroupit pour lui expliquer que leur capitaine devait s'absenter pour une longue durée et que d'ici là, cet oncle le remplacerait. Puis changeant brusquement de sujet, elle demanda si leur petit protégé n'avait pas oublié quelque chose d'important. Rake répondit immédiatement qu'il devait se laver les mains avant toute chose. Sur ces mots, il s'élança avec Kenny vers les lavabos. Pendant ce temps, Kim Se-ryong observa la grande porte devant elle, son expression se faisant plus grave. L'heure était venue de commencer le nettoyage, une étape incontournable à chaque début de semestre dans cette école. Il fallait purifier l'arbre-monde, cette ultime relique d'un monde disparu, afin de le protéger des créatures cherchant à lui dérober son énergie magique. Certes, des barrières mentales avaient été mises en place pour éloigner ces intrus, mais certains monstres égarés réussissaient encore à s'infiltrer. Pourtant, quelque chose semblait différent cette fois-ci. Le portail de téléportation paraissait plus large qu'à l'accoutumée. Sans hésiter, Kim Se-ryong adopta sa forme originelle, consciente qu'elle devait agir rapidement pour stabiliser la situation et récupérer les parchemins disparus. Lorsqu'un essaim de guêpes gigantesques apparut, elle poussa un soupir de soulagement, aucune d'entre elles ne dégageait d'aura démoniaque. Sans perdre une seconde, elle leva lentement la main droite et dans l'instant qui suivit, d'innombrables lianes surgirent du sol pour s'enrouler autour des insectes en plein vol. Toutefois, à mesure que le combat se prolongeait, une évidence s'imposa à elle. Ces créatures étaient bien plus résistantes que celles rencontrées auparavant. Se pouvait-il qu'elles aient gagné en puissance?
Prenant ses précautions, elle canalisa son énergie pour lancer une attaque plus puissante. Il fallait en finir avant l'arrivée des enfants. D'innombrables flèches magiques fusèrent vers les SEM avec une précision implacable. Kim Se-ryong comprit alors que le problème ne venait pas des monstres, mais de l'arbre-monde lui-même, les esprits qui le protégeaient s'affaiblissaient. Une malédiction pesait sur lui, et la situation devenait critique. Si le seigneur du monde des démons venait à la prendre, les conséquences pour l'école maternelle des créatures divines seraient catastrophiques. Kim Se-ryong redoubla d'efforts pour anéantir les intrus. Alors qu'elle pensait avoir enfin restauré l'ordre, son communicateur vibra soudainement dans sa poche. Une voix s'éleva alors. « Kim Se-ryong, êtes-vous occupé? J'aimerais vous parler à propos du directeur Seo Ming-hwa. » On racontait qu'il y a 100 ans, la reine venait tout juste d'ouvrir ses portes. Atteindre le premier étage ne demandait pas tant de temps, mais Seo Ming-hwa en tant qu'humaine ordinaire, n'avait jamais bénéficié des faveurs du comité des directeurs de l'école. Kim Se-ryong s'y était immédiatement opposé, affirmant qu'il s'agissait d'une discrimination inacceptable. Après tout, Seo Ming-hwa avait été personnellement choisi par la directrice sa mère. Kim Se-ryong avait donc proposé de l'observer encore un moment. Pourtant, même en prononçant ces mots, elle ne pouvait s'empêcher de douter. Seo Ming-hwa serait-il vraiment capable d'activer la reine? Avant même d'y répondre, une autre question s'imposa à elle, saurait-il seulement affronter ce qui les attendait? Pendant ce temps, alors que Seo Ming-hwa conduisait le bus scolaire à vive allure, il s'interrogeait sur ses choix. Était-ce vraiment la vie qu'il voulait mener? Quel enseignement avait-il reçu de sa mère? Tout semblait différent de ce qu'il avait imaginé. Pourtant, en y réfléchissant bien, trouver un emploi était devenu un tel défi que décrocher un poste aussi respectable relevait d'une véritable chance. C'est à cet instant qu'un détail lui revint en mémoire. Ce système qu'il avait obtenu, fonctionnait-il comme dans un jeu vidéo? Si jamais il prononçait le nom d'une compétence, quelque chose allait-il se produire? Intrigué, il murmura un mot-clé et à sa grande surprise, une fenêtre lumineuse apparut sous ses yeux, compétence exclusive débloquée. Vous pouvez copier les capacités des employés et des enfants de la maternelle des bêtes divines et les utiliser sous certaines conditions. Seo Ming-hwa ne s'attarda pas sur cette révélation, se convainquant que la maternelle des bêtes divines était un endroit sûr. Peu n'importe, pensa-t-il, autant se contenter de son rôle de propriétaire immobilier. Une fois arrivé à destination, Alan fixa Seo Ming-hwa d'un air réprobateur, lui reprochant son retard de 11 minutes. Avant même qu'il ne puisse s'expliquer, une femme à ses côtés prit la parole, précisant qu'elle était la mère d'Alan et que l'enfant derrière lui s'appelait Bobo. Elle ajouta qu'un contretemps l'avait empêché d'assister aux funérailles et qu'elle espérait qu'il comprendrait. Alan se présenta alors comme le capitaine, ce qui laissa Seo Ming-hwa perplexe. Pourquoi parlait-il comme un militaire? Intrigué, il demanda à sa mère si c'était une habitude. Celle-ci expliqua que son mari était militaire et qu'Alan avait fini par adopter son langage. Elle précisa aussi qu'elle se chargerait dorénavant du transport des enfants avant de présenter deux nouveaux élèves, Choi Si-wo et Choi Mi-wo, un frère et une sœur dont les parents étaient célèbres, ce qui les obligeait à être discrets en public. Soudain, une voix attira l'attention de Seo Ming-hwa. Une jeune fille aux oreilles de lapin, Ji-Young, s'exclama avec hésitation, demandant s'il était vraiment le directeur. Avant qu'il ne puisse répondre, elle arbora un sourire moqueur, comme si elle ne le prenait pas au sérieux. Cela le mit dans une situation inconfortable. Elle protesta alors, affirmant qu'elle ne le reconnaîtrait jamais comme tel et que les autres non plus ne l'accepteraient pas. Mais lorsqu'elle réalisa qu'Alan l'avait appelé « capitaine », elle sembla figée par la surprise avant de se tourner vers lui avec un regard furieux. Derrière elle, un majordome tenta de la calmer en lui murmurant de ne pas agir de manière impulsive, mais elle se contenta de répliquer qu'elle faisait ce qu'elle voulait avant de monter brusquement dans le bus. Avant de démarrer, Seo Ming-hwa rappela à tout le monde d'attacher sa ceinture. Alan remarqua alors que Ji-Young s'était installé à la place du capitaine. Cette dernière répliqua qu'il n'y avait pas besoin d'un titre pour s'asseoir là. Jetant un coup d'œil au rétroviseur, Seo Ming-hwa observa les 5 enfants assis derrière lui et tenta de se rassurer. Après tout, ce n'étaient que des enfants. Il n'y avait aucune raison qu'ils soient dangereux, n'est-ce pas? Il n'allait tout de même pas le dévorer vivant? Dans l'espoir de se rapprocher d'eux, il sortit 5 sucettes. Ji-Young outré, refusa aussitôt en affirmant qu'il ne mangeait pas ce genre de malbouffe. Alan en revanche, bondit de son siège, criant qu'il voulait absolument goûter ce que le capitaine avait apporté. Lorsqu'il apprit qu'il s'agissait de sucettes à l'orange, ses yeux s'illuminèrent et il se mit à saliver, griffant le siège de ses petites pattes avec une excitation presque animale. Face à cette scène, un frisson parcourut Seo Ming-hwa. Allait-il finir déchiqueté comme ça? Tentant de masquer son inquiétude, il afficha un sourire forcé et conseilla à Alan de retourner à sa place pour qu'il puisse partir. Malgré une déception visible, l'enfant obéit sans protester. La seconde suivante, Seo Ming-hwa fit discrètement glisser une sucette vers lui en lui faisant signe de ne rien dire. Mais en réalité, une seule pensée occupait son esprit, « Mange ça, et pas moi ». Alan surpris, observa la friandise un instant avant d'afficher un sourire radieux et de lever le pouce en guise de remerciement. C'est alors qu'une notification du système apparut devant lui, « Votre lien avec Alan a légèrement augmenté.
En raison de votre première réussite dans cette tâche, vous avez débloqué une récompense. Activation de la compétence exclusive, force surhumaine, niveau 1. Effet, confère une force dépassant les limites humaines pendant 10 minutes. Temps de recharge, 3 heures. En plus de cela, il avait obtenu le droit d'entrer dans l'aréna. Toutefois, l'ouverture du premier niveau exigeait la présence d'une jeune bête divine. Avant même qu'il ne puisse assimiler cette information, une image accompagnée d'un compte à rebours de 24 heures s'afficha devant lui. Ça lui rappela immédiatement l'aréna. Se pouvait-il que ce soit l'ascenseur du hall? Mais une fois ouvert, qu'était-il censé y faire? Au même moment, Kim Se-ryong, qui se trouvait dans l'aréna, observait la scène avec stupéfaction. Elle se demandait qui avait bien pu obtenir le droit d'entrée. Quelques instants plus tard, Seo Mingwo atteignit enfin l'école maternelle, mais un profond regret l'envahit aussitôt, il n'aurait jamais dû hériter de cet établissement. Une notification venait de s'afficher, stipulant qu'un échec signifierait la mort. Plus il y pensait, plus sa tête lui faisait mal. C'était insensé. On aurait au moins dû lui expliquer clairement ce qu'était l'aréna au lieu de lui jeter une information aussi vague. Une voix l'arracha soudainement à ses pensées. Kim Se-ryong l'interpella, mentionnant que les enfants étaient déjà entrés et lui demandant à quoi il réfléchissait. Après une brève hésitation, il décida de tout avouer à Kim Se-ryong. Cette dernière ravie, lui demanda immédiatement si l'aréna avait bien été activée. Son expression laissait transparaître une joie manifeste, ce qui amena Seo Mingwo à se demander comment elle pouvait en être aussi certaine. Lorsque Seo Mingwo interrogea Kim Se-ryong sur l'aréna, celle-ci lui expliqua qu'il s'agissait d'une épreuve destinée à valider les bêtes divines, apparaissant sous une nouvelle forme tous les 100 ans. Cette fois-ci, il prenait l'aspect d'un ascenseur. Une fois le défi relevé, la couche suivante se déverrouillait, mais son contenu restait inconnu. Elle ajouta que seuls les qualifiés, à savoir les jeunes bêtes divines de l'école maternelle et certains esprits, étaient autorisés à y accéder. Face à ces explications, Seo Mingwo comprit soudain, cet endroit n'était pas une simple école maternelle. Cependant, faire affronter un environnement aussi dangereux à des enfants paraissait insensé. C'était sans doute la raison pour laquelle une compétence exclusive était offerte, un pouvoir conçu pour lutter jusqu'à la mort. Tout cela dépassait l'entendement. Kim Se-ryong le ramena alors à la réalité en précisant que s'il souhaitait utiliser l'aréna, une réunion avec les parents des élèves devait être convoquée. La sécurité des enfants étant en jeu, une décision collégiale était nécessaire. Sans cela, l'accès à l'aréna était impossible. Seo Mingwo réfléchit et admit qu'elle avait raison. Toutefois, en apprenant que la réunion aurait lieu dans 2 jours, un frisson le parcourut. 2 jours? D'ici là, il serait probablement déjà mort. Prenant une décision radicale, il consulta le système, qui précisait qu'une jeune bête divine devait l'accompagner. Son seul choix s'était porté sur Alan, capable d'amplifier les compétences en force brute. Pour l'attirer, il avait préparé un appât destiné aux bêtes sauvages. Peu après, Alan, attiré par l'odeur, était sorti de sa cachette. Apercevant le bonbon à l'orange, il le ramassa sans réfléchir. Mais au moment de le saisir, un frisson lui parcourut l'échine. Lorsqu'il se retourna, il croisa le regard bienveillant de Seo Mingwo, fixé sur lui. Il lui proposa alors de l'accompagner dans un endroit amusant, mais Alan avait aussitôt refusé, trouvant son expression suspecte. Préparé à cette réaction, il proposa de lui offrir 3 bonbons supplémentaires pour le convaincre. Alan tendit la main et exigea 5 bonbons. Une fois la négociation conclue, ils se dirigèrent vers l'aréna. Alors qu'ils allaient partir, une voix les interrompirent. Avant que Seo Mingwo ne puisse réagir, un coup de pied violent de Ji Young le projeta dans l'aréna. L'impact lui avait arraché un cri, du sang s'échappa de sa bouche. Mais Ji Young n'en était pas resté là. Elle accusa aussitôt Alan d'avoir accepté des bonbons en échange de quelque chose, assurant qu'il ne pouvait absolument pas faire cela. La situation menaçait de dégénérer lorsqu'Alan, fasciné par un dispositif à proximité, s'était approché. L'instant d'après, l'aréna avait commencé à trembler. Se retournant, Seo Mingwo et Ji Young découvrirent Alan, rayonnante de joie, il s'exclama que c'était amusant avant de tirer à nouveau sur le levier. Soudain, l'aréna s'enfonça dans une chute vertigineuse. Lorsque le mouvement s'arrêta enfin, une image système apparut, affichant les règles du défi. Labyrinthe des ombres résiduelles, veuillez faire attention à ne pas être englouti par les ombres dansantes tapies dans l'obscurité. Un passage secret se trouve quelque part dans le labyrinthe. Veuillez vous échapper sain et sauf avant la fin du temps imparti. Ainsi commençait leur aventure. C'est alors que Ji Young prit la parole, mentionnant que selon le capitaine Jue, la meilleure façon de traverser un labyrinthe était de garder la main droite collée au mur. Elle ne s'était jamais trompée jusque-là, aussi avait-elle conseillé de suivre cette méthode. Quelques instants plus tard, Alan pointa soudain du doigt une direction et s'exclama qu'il voyait un portail de téléportation. Il s'est mis à courir joyeusement vers lui, mais alors qu'il allait le toucher, Seo Mingwo l'attrapa brusquement et le tira en arrière. Le système venait d'indiquer qu'il s'agissait d'une fausse sortie. La traversée non seulement les ramènerait au point de départ, mais les plongerait aussi dans un état d'hallucination. Ayant échappé de justesse à ce piège, Seo Mingwo sentit son cœur battre à tout rompre. Heureusement que l'alerte du système était arrivée à temps, sinon il serait tombé dans le panneau.
Seo Mingwo prévint alors les enfants que cette porte n'était qu'un leurre et qu'ils devaient chercher un autre passage. Jiu Young, manifestement agacé, fit remarquer qu'ils allaient encore devoir marcher, tandis qu'Alan, l'estomac grondant, se plaignit qu'il était grand temps de manger. Face à leurs protestations, Seo Mingwo ne put qu'expirer longuement, sentant l'impatience le gagner. Le labyrinthe était bien trop vaste et s'ils continuaient à errer ainsi, ils risquaient d'épuiser leur temps imparti. Une idée radicale germa alors dans son esprit. Plutôt que de chercher indéfiniment une sortie, pourquoi ne pas en créer une? Il suggéra de briser un mur, soulignant qu'aucune règle ne semblait l'interdire et qu'il n'avait encore rencontré aucun véritable danger. Mais une interrogation lui vint aussitôt. Comment activer cette fameuse compétence de force monstrueuse? Suffisait-il simplement d'y penser? Comme pour répondre à sa question, l'interface du système s'afficha devant lui, confirmant qu'il pouvait bel et bien utiliser cette compétence de rang D. À l'instant où il l'activa, une énergie inconnue se propagea depuis son cœur, se diffusant lentement dans chaque recoin de son corps. Une nouvelle notification surgit, lui indiquant qu'il pouvait exploiter pleinement cette capacité grâce à la proximité d'un objet connecté. Saisissant l'occasion, Seo Mingwo sentit la puissance affluer dans son poing. Une sensation inédite l'envahit, le laissant songeur. Était-ce ainsi qu'un tigre ressentait sa propre force? Sans plus attendre, il arma son bras et frappa violemment le mur devant lui. Une détonation retentit dans le couloir, soulevant un nuage de poussière. Lorsqu'il se dissipa, un passage se révéla sous leurs yeux. Mais à peine eurent-ils le temps de savourer cette avancée qu'ils se figèrent, stupéfaits, une armée de squelettes aux orbites luisantes fonçait droit sur eux. Sans la moindre hésitation, Seo Mingwo attrapa Alan et fit volte-face, s'éloignant du passage béant aussi vite que possible. Il n'arrivait pas à croire qu'aucune mention de monstre n'ait été faite auparavant. Comme pour confirmer ses craintes, une nouvelle notification du système apparut. Ces créatures étaient classées comme ennemis de rang 1 étoile, des morts-vivants réanimés par magie ou malédiction, individuellement faibles, mais redoutables en groupe. Jiu Young sembla alors se souvenir d'une information importante. Elle expliqua que cette épreuve faisait sans doute partie du parcours initiatique qu'il devait surmonter. D'après ce qu'elle avait appris du majordome, réussir ces défis permettait d'accéder au statut de grande bête divine. À ces mots, Alan s'illumina d'enthousiasme et demanda s'il pouvait, lui aussi, se transformer en avion de combat. Adoptant la posture d'un vol imaginaire, Jiu Young lui assura que tout était possible s'il lui faisait confiance. Tandis qu'ils continuaient leur course effrénée, Seo Mingwo remarqua que les squelettes ne ralentissaient pas la cadence. Fronçant les sourcils, il comprit que ces créatures ne les laisseraient pas fuir si facilement. Il jeta un œil à l'interface. Il lui restait encore 5 minutes avant la désactivation de sa compétence. Pourrait-il tenir jusque-là? Soudain, il s'arrêta net. Quelque chose avait changé dans leur environnement. Le passage devant eux semblait s'être rétréci. Mais avec une horde de squelettes à leur trousse, ils n'avaient pas le luxe de s'attarder sur ce détail. Se remettant aussitôt en mouvement, il enchaîna plusieurs fausses sorties avant de repérer enfin la véritable issue. Cependant, un nouvel obstacle se dressa sur leur chemin. La sortie était entièrement bloquée par l'armée de squelettes. Seo Mingwo fit signe à Alan et Jiu Young de reculer, avant de serrer les poings. Il lui restait encore un peu de temps pour exploiter sa compétence et il comptait bien l'utiliser au maximum. Il se prépara alors à affronter les morts-vivants. Lorsqu'il avait détruit le mur, il avait déjà perçu l'ampleur de la puissance de sa compétence. De plus, il s'était rendu compte que sa proximité avec Alan amplifiait ses effets. Repoussant la première vague d'assaillants, un sourire confiant s'étira sur son visage. Plus question de fuir, cette fois, il allait passer à l'offensive. Mais au moment où Seo Mingwo leva le poing, une douleur aiguë le fit grimacer, une de ses côtes venait d'être éraflée. Il comprit aussitôt qu'il ne maîtrisait pas encore parfaitement cette force et se promit d'être plus vigilant à l'avenir. Son attention fut aussitôt détournée par le cri de Jiu Young qui l'interpellait avec insistance, lui ordonnant de faire attention. L'instant d'après, elle prit appui sur sa tête et se propulsa avec agilité au cœur de la mêlée. Seo Mingwo n'eut même pas le temps de protester que la scène qui se déroula sous ses yeux le laissa sans voix. Il ne put s'empêcher de penser qu'elle portait bien son titre de bête divine, tant elle se battait avec une efficacité redoutable. D'un regard furieux, elle lui lança sèchement qu'il ferait mieux de se concentrer et de venir l'aider immédiatement. Alan, voulant lui aussi se joindre au combat, déclara qu'il arrivait à la rescousse. Mais à peine eut-il prononcé ces mots qu'un crâne brisé s'écrasa sur sa tête. Sous l'impact, il gémit en se tenant le crâne, se plaignant de la douleur. Voyant cela, Jiu Young poussa un long soupir avant de murmurer qu'elle avait probablement choisi le mauvais fiancé. À cet instant précis, un squelette surgit brusquement pour attaquer avec une énergie meurtrière. Seo Mingwo n'eut que le temps de réagir et s'interposa, écartant le danger de justesse. Lorsque Jiu Young reprit ses esprits et réalisa que Seo Mingwo venait de lui éviter un sort funeste, un mélange d'émotions complexes traversa son regard. Le directeur de la crèche venait d'intervenir, et cet enfant qui jusqu'alors venait à peine de quitter la maternelle, se retrouva immédiatement fasciné. D'ordinaire, elle n'éprouvait que de l'antipathie pour lui, mais à cet instant précis, elle le voyait comme un véritable héros, tout droit sorti d'un dessin animé.
Pourtant, elle se ressaisit rapidement, secouant la tête comme pour chasser cette pensée absurde. Pour elle, il n'existait qu'un seul véritable héros, Jouer. Croisant les bras, elle se mit à se plaindre, affirmant que Seo Mingwo était arrivé bien trop tard et qu'elle avait failli se retrouver en danger à cause de son manque de réactivité. Seo Mingwo envisagea un instant de lui répondre, mais après réflexion, il jugea préférable de ne pas gaspiller son énergie. Le temps imparti pour l'épreuve touchait à sa fin. Sans attendre, il attrapa les deux enfants et se précipita vers la sortie. Pourtant, un phénomène étrange se produisit. Malgré sa course effrénée, la distance entre eux et la sortie semblait s'étirer au lieu de se réduire. C'est alors qu'Alan suggéra soudainement qu'il saute. Une proposition difficile à comprendre dans l'instant, mais face à la menace imminente de l'armée de squelettes, Seo Mingwo décida de tenter sa chance. Le système signala aussitôt que le contact physique permettrait d'atteindre 150% d'efficacité. La seconde suivante, il fut projeté dans les airs comme un missile. Cependant, même avec cette poussée, il comprit rapidement que sa force ne suffirait pas. Dans un dernier élan désespéré, il lança Alan et Ji-Young en direction des marches. Lorsqu'ils y atterrirent en sécurité, ils se mirent à l'encourager avec enthousiasme. Redoublant d'efforts, Seo Mingwo parvint à s'agripper au rebord, mais à peine eut-il le temps de savourer sa victoire que la pierre sous ses doigts se désagrégea soudainement. À cet instant critique, une petite main agrippa ses doigts. Alan, puisant dans toutes ses forces, tenta de l'empêcher de chuter, tandis que Ji-Young, agrippé à sa queue, tirait en arrière avec détermination. Alors que l'armée de squelettes était sur le point de les atteindre, Seo Mingwo fut enfin hissé sur la plateforme. Avant de partir, il fit un geste moqueur en direction des squelettes et leur adressa un « Au revoir, narquois ». Ainsi, ils réussirent à franchir sans encombre le premier étage de l'arène. Un message du système confirma aussitôt que le taux de succession des parts de la crèche des bêtes divines venait d'atteindre 1%. Pendant ce temps, Baek Seung-Hwan reçut une notification de Kim Se-ryong l'informant de la convocation d'un comité. Il poussa un long soupir, persuadé que les autres parents avaient déjà donné leur accord. Envoyer les enfants dans l'arène impliquait un risque de mort, ce qui avait poussé de nombreuses familles à retirer leurs enfants de la crèche ces derniers temps. La mère d'Alan, rongée par l'angoisse, regretta amèrement de ne pas avoir fait partir son fils plus tôt. Bien que Baek Seung-Hwan partageât son inquiétude, il tenta de la rassurer, lui conseillant de ne pas céder à la panique. Selon lui, l'ascenseur de l'arène représentait une étape clé pour mettre un terme à cette guerre interminable. Il affirma que si Alan avait été choisi, c'était qu'il avait les capacités pour réussir. De son côté, Choi Soo révéla que Seo Mingwo était monté dans l'ascenseur en compagnie d'Alan et Ji-Young. En entendant cela, Kim Se-ryong perdit tout contrôle. Submergée par l'inquiétude, elle se précipita vers l'arène, paniquée à l'idée qu'il n'était pas préparé. Elle savait mieux que quiconque que survivre dans l'arène nécessitait une préparation minutieuse. Leur chance de survie semblait plus incertaine que jamais. Cependant, lorsqu'elle arriva sur place, Kim Se-ryong remarqua avec stupeur que l'ascenseur descendait déjà lentement. Une inquiétude soudaine la submergea. Selon toute logique, il était impossible que l'épreuve soit déjà terminée. Avait-il trouvé un moyen de contourner les défis? Lorsque les portes de l'arène s'ouvrirent lentement, elle vit les 3 survivants apparaître devant elle, bien vivants. Cette vision la bouleversa plus qu'elle ne l'aurait cru. Rien ne s'était passé comme elle l'avait prévu. Comment le directeur avait-il pu accomplir un tel exploit? De retour dans son bureau, Seo Mingwo repensait avec effroi aux événements survenus dans l'arène. Cet endroit défiait toute logique. Il avait bien pressenti un danger latent, ce qui expliquait pourquoi le système lui avait accordé une compétence de force surhumaine, mais jamais il n'aurait imaginé que sa propre vie serait en jeu. C'est alors que Kim Se-ryong frappa à la porte avant d'entrer, annonçant qu'elle avait entendu dire qu'il était blessé et qu'elle lui avait apporté des pansements. Sans lui laisser le temps de finir, il l'interrompit immédiatement, l'accusant d'avoir dissimulé des informations dans le contrat. Elle s'excusa aussitôt, expliquant qu'en réalité, elle espérait sincèrement qu'en tant que fils de l'ancien directeur, il accepte d'hériter de la crèche des bêtes divines. Mais baissant la voix, elle admit que depuis qu'elle l'avait rencontré, elle n'était plus aussi convaincue qu'il en était capable. Face à son ton sincère, Seo Mingwo se détendit légèrement, mais il lui reprocha tout de même de ne pas lui avoir prévenu plus tôt des dangers encourus. Il voulait savoir combien d'autres secrets elle lui cachait encore. Kim Se-ryong s'excusa de nouveau avant d'ajouter qu'il était toujours possible d'annuler le contrat. Cette révélation le surprit. Si c'était le cas, alors... Mais avant qu'il ne puisse terminer sa pensée, l'image du message système lui revint en tête. À chaque épreuve franchie, le taux de succession des parts du jardin d'enfants augmentait de 1%. En d'autres termes, une fois le seuil des 100% atteint, le bâtiment lui reviendrait entièrement. C'était une opportunité inespérée de devenir propriétaire à Gangnam. Une telle chance pouvait-elle vraiment se présenter dans sa vie? Toutefois, entre un simple bien immobilier et sa propre survie, le choix était évident, la propriété l'emportait. Après tout, tant qu'il pouvait continuer à recevoir de l'aide, il y avait de grandes chances qu'il atteigne sereinement les 100%. Convaincu, Seo Mingwo se redressa brusquement et déclara à Kim Se-ryong qu'elle le décevait. Comment pouvait-elle lui conseiller d'abandonner ses enfants qui comptaient tant pour lui?
Il lui rappela qu'il était le directeur du jardin d'enfants des bêtes divines et que cet établissement était désormais une partie intégrante de son existence. L'abandonner reviendrait à renoncer à une part de lui-même. Il lui assura qu'il n'était pas ce genre de personne et qu'il ne fuirait jamais face au danger. En entendant cela, Kim Se-ryong resta silencieuse, elle réalisa alors qu'elle s'était méprise sur son compte. Elle avait toujours cru qu'il n'occupait cette fonction que pour honorer les dernières volontés de sa mère, mais à cet instant, elle comprit qu'il avait dépassé ce simple devoir filial. Il était vraiment attaché au bien-être des enfants et assumait pleinement sa responsabilité. Prenant conscience de ses efforts, elle estima qu'elle devait elle aussi assumer sa part de responsabilité. Elle se promit de convaincre le conseil d'administration ainsi que les parents d'élèves afin d'éviter que, à l'avenir, Seo Ming-woo ne soit contraint de prendre des décisions aussi périlleuses. Elle lui annonça alors qu'elle ferait tout son possible pour le soutenir dans son rôle de directeur, avant de l'encourager à aller donner son prochain cours. Cette fois, il s'agissait d'une leçon en plein air, dans la vaste cour du jardin de l'Arbre-Monde. Kim Se-ryong expliqua que cet endroit plairait certainement à Seo Ming-woo. Prenant son rôle à cœur, Seo Ming-woo guida les enfants jusqu'à la porte mentionnée par Kim Se-ryong. Il ne s'attendait à rien de particulier en l'ouvrant, mais ce qu'il découvrit le laissa figé. Ce n'était pas une simple cour qui s'étendait devant lui, mais une véritable forêt. Une arrière-cour d'une telle immensité était-elle seulement possible? Et cet arbre gigantesque qui trônait en son centre, que signifiait-il? Serait-ce l'Arbre-Monde dont parlait Kim Se-ryong? Pris d'un doute, Seo Ming-woo appela Rake pour confirmation. Lorsque ce dernier acquiesça, il resta stupéfait. À peine assimilait-il une révélation qu'une autre survenait. Jusqu'où irait cette suite d'étonnements? Refusant d'accepter cette absurdité, Seo Ming-woo s'exclama désespéré, en demandant comment un tel phénomène pouvait exister au sein d'un jardin d'enfants. Rake lui expliqua alors que l'Arbre-Monde permettait leur venue sur Terre. Sans lui, ils auraient dû utiliser des parchemins de téléportation à usage unique. En apprenant que ces parchemins étaient coûteux, Seo Ming-woo comprit que l'Arbre-Monde était en quelque sorte un billet spatial gratuit, rapide et réutilisable. Intrigué, il demanda d'où venait Rake. Cette dernière souriante, répondit qu'elle était originaire du continent d'Arcia. Cette révélation fit naître en Seo Ming-woo un doute cuisant. Sa mère aujourd'hui décédée, savait-elle tout cela? Et comment était-elle devenue directrice de cet établissement? Si des réponses existaient, peut-être parviendrait-il enfin à comprendre pourquoi elle l'avait abandonné. C'est à cet instant qu'Alan bondit sur son dos, s'exclamant qu'il voulait aller quelque part. Seo Ming-woo suivit la direction indiquée du doigt et aperçut Siwo en train de lécher nonchalamment ses pattes. Pensant que l'enfant voulait jouer avec lui, il lui demanda s'il parlait bien de Siwo, mais Alan secoua la tête et précisa qu'il parlait de Rata, un écureuil perché sur l'Arbre-Monde. Seo Ming-woo venait à peine de distinguer l'animal qu'une sensation étrange le parcourut. Il remarqua que Miwo, l'une de ses élèves, observait la scène d'un regard troublant. Intrigué, il s'approcha d'elle et lui demanda ce qui la préoccupait. Lorsqu'il vit son expression, son cœur se serra. Ce n'était pas de la simple curiosité, mais le regard d'un prédateur fixant une proie. Pris d'un mauvais pressentiment, Seo Ming-woo s'écria qu'elle n'envisageait tout de même pas de manger Rata. Il lui fit remarquer qu'un écureuil était encore plus sale qu'un rat et qu'elle risquait une indigestion. Loin d'être dissuadée, Miwo sembla encore plus déterminée. Son regard s'aiguisa, et en une fraction de seconde, elle se métamorphosa en félin avant de bondir droit sur l'écureuil. Seo Ming-woo demanda à Rake et Ji-Young de l'arrêter, mais il était déjà trop tard. L'instant suivant, une explosion retentit depuis l'Arbre-Monde. Lorsque la fumée se dissipa peu à peu, Seo Ming-woo constata que Miwo avait manqué sa cible, tandis que Rata s'était enfui au loin. Devant cette scène, Miwo, prise de remords, commença à se frapper la tête contre le sol. Seo Ming-woo se demanda alors s'il serait vraiment capable de gérer ses enfants. C'est à ce moment que Kim Se-ryong s'approcha et annonça que les enfants allaient bientôt être libérés de l'école. Remarquant son air épuisé, Kim Se-ryong décida qu'elle se chargerait elle-même de les raccompagner chez eux aujourd'hui. Seo Ming-woo la remercia, mais il s'inquiéta pour Rake et Kenny. Kim Se-ryong lui fit signe de ne pas s'en faire, expliquant qu'il l'accompagnerait jusqu'à la porte de transfert. C'est alors que Siwo accourut soudainement et informa Kim Se-ryong que Miwo semblait avoir disparu. À peine eut-il fini de parler que la voix de Miwo se fit entendre non loin de là. Lorsqu'il leva les yeux, Seo Ming-woo aperçut la fillette, les cheveux en bataille, portant un petit sac à dos. Cela le rendit particulièrement inquiet, cet enfant avait toujours ce genre de comportement. Alors que Seo Ming-woo était perdu dans ses pensées, la voix de Kim Se-ryong s'éleva de nouveau, lui indiquant que la salle de garde se trouvait dans la dernière pièce et qu'après une journée aussi éprouvante, il ferait bien de se reposer un peu. Ces mots suffirent à balayer toutes ses préoccupations. Enfin, sa journée de travail touchait à sa fin. Ce à quoi il ne s'attendait pas, en revanche, c'était de découvrir une salle de garde aussi luxueuse. Après avoir rapidement terminé sa toilette, il se laissa tomber sur le lit. C'était le pied. La douceur du tissu, la sensation soyeuse sous sa peau. C'était comme s'il s'allongeait sur un nuage fait de laine de mouton, rien à voir avec son ancien sous-sol insalubre.
Était-ce donc cela, le véritable bonheur? Allongé, il laissa ses pensées dériver vers cette journée hors du commun. La signature miraculeuse du contrat, l'armée de squelettes implacables, puis cette révélation sidérante. Sa mère disparue avait en réalité dirigé une maternelle pour enfants divins. Au départ, il s'était convaincu que prendre la direction de l'établissement ne serait qu'un moyen de compenser toutes ses souffrances passées. Pourtant, à mesure que le temps passait, il sentait cette place prendre une importance nouvelle. Une question plus insistante que les autres s'imposa à lui. Sa mère l'avait-elle vraiment abandonné de son plein gré, ou existait-il une vérité plus complexe derrière cette histoire?